le macro-environnement, c'est l'ensemble des variables externes qui ont un impact positif ou négatif sur votre entreprise. Et je vous ai donné même le cas de la COVID-19 aujourd'hui qui est en train de secouer carrément pas mal d'entreprises. Et même votre école n'a pas échappé donc à ces impacts. Aujourd'hui, on est obligé de faire des cours à des milliers et des milliers de kilomètres. Parce que moi, actuellement, je suis à Thiès et vous, vous êtes dans les régions peut-être, mais certains sont à Dakar et nous sommes en train de faire le cours. Et ceci est dû tout simplement à ce modèle personnel. Maintenant, comment votre école a fait, n'est-ce pas, pour s'en sortir, a juste mis en place cette plateforme et je pense que c'est à base de cette analyse macro-environnement que l'établissement a réussi donc à mettre en place ces éléments-là. Le modèle PSTEL permet d'avoir une vision globale, n'est-ce pas, de son environnement. Parce que quand on veut avoir une vision beaucoup plus large de l'entreprise, on utilise le modèle PSTEL. Puisque là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro, donc qui puisse désactiver cela. Donc, à notre grand plaisir. Ok, c'est bon. Donc, je disais que le modèle PSTEL permet d'avoir une vision globale de son environnement, puisqu'il distingue 6 catégories d'influence macro-environnementale qu'ils peuvent impacter, voire de votre activité qui forment son acronyme. La politique, comme je l'ai dit tantôt, c'est un ensemble de décisions prises par les gouvernements nationaux et internationaux, politique fiscale comme commerce extérieur. Parfois, il y a certaines politiques fiscales donc, qui vont venir bouleverser carrément votre planning au sein d'une entreprise. Donc, ça, c'est un impact qui est venu négatif, certes, mais de façon externe. Vous vous y attendez pas. Donc, comment vous allez faire maintenant face à cette nouvelle politique édictée par l'État? Donc, c'est important. Sur le plan économique, ensemble des facteurs qui jouent sur le pouvoir d'achat et sur les comportements des consommateurs. Inflation, chômage, revenus disponibles et taux d'intérêt. Lors de mes dernières sorties au niveau de la presse, je l'ai dit, concernant les impacts liés au COVID-19. Moi, j'ai dit, avec ces impacts, il faut s'attendre à ce qu'on appelle une récession comme ça s'est eu à passer donc les années passées. En 2008 et 2009, nous avons connu donc une récession assez énorme. Récession, c'est juste une baisse donc de la production interne de pays suivant 2 trimestres consécutifs. On parle d'une récession. Maintenant, si cette récession elle est accentuée et si cette récession elle est forte, on parle d'une dépréciation. Maintenant, cette dépréciation peut causer une chute brutale donc ce qu'on appelle du PIB, le produit intérieur brut. Maintenant, c'est ce PIB, le produit intérieur brut, qui baisse, qui va influencer sur ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des ménages. Maintenant, si le pouvoir d'achat des ménages baisse, éventuellement, on assiste à une baisse aussi de ce qu'on appelle la demande qui va baisser. Les entreprises ne pourront pas faire face à leur demande parce que les entreprises n'auront plus maintenant de quoi offrir aux ménages. Maintenant, s'ils ont même de quoi offrir aux ménages, les ménages n'ont plus de quoi acheter. Donc, on assiste à une période de crise. Et je pense que sur le plan économique aussi, il serait important pour tout décideur de pouvoir juger donc ce niveau-là, de voir est-ce qu'il y a des facteurs qui vont jouer sur le pouvoir d'achat des ménages ou bien même est-ce que inflation, c'est ça qu'on appelle une hausse généralisée des prix, le chômage, si on ne trouve pas d'emploi, est-ce on pourra faire face à un certain nombre d'achats? Parce que n'oublions pas, au niveau de la définition de l'entreprise, on a dit que c'est une entité autonome qui regroupe des ressources humaines, matérielles et financières en vue de produire des biens et services destinés à la vente. Donc, si nous avons cette définition de l'entreprise et qu'on ne voit pas de personnes aptes à acheter nos productions, donc là, on a un sérieux problème. Donc, raison pour laquelle il faut mesurer l'inflation, mesurer le taux de chômage, mesurer les revenus disponibles et le taux d'intérêt, c'est important. Sur le plan sociologique, c'est l'ensemble des caractéristiques sociales qui jouent sur le pouvoir d'achat, démographie, la religion, attitude de loisirs et de travail, répartition des revenus. Bon, la démographie, c'est important parce que un pays comme la Chine, aujourd'hui, se voit être maître sur le plan commercial, tout simplement parce que sur le poids démographique de la Chine, elle est importante. La religion.
Aujourd'hui, je pense que les produits comme les préservatifs ne sont pas donc trop en vogue dans certains pays, donc comme les pays religieux. Donc, il y a certains, comme par exemple la vente d'alcool, etc. Donc, la religion aussi joue un rôle important au niveau de la vente de produits d'une entreprise. Attitude de loisir. Bon, il y a certains pays comme Los Angeles. Là, c'est vraiment c'est le capital de la loisir. Donc, c'est important de mener là-bas des activités relatives à ces choses-là. Donc, le travail, la répartition des revenus, nous allons y revenir. Parce que la répartition des revenus, c'est l'État qui doit s'en charger. Donc, j'ai toujours dit que le PIB n'est pas un très bon indicateur de développement. Parce que le PIB, à lui seul, donne tout simplement une appréciation assez, comment dire, superficielle de la réalité économique, n'est-ce pas? Le PIB ne prend pas en compte cette réalité sociale. Donc, si l'État ne répartit pas bien les revenus, donc on peut beau avoir un taux de croissance allant jusqu'à deux chiffres, mais on ne peut pas parler de développement. Je pense que Wali qui est là, pouvant, donc je passe sur son contrôle parce que lui, c'est un acteur de développement. La technologie, l'ensemble des innovations technologiques qui peuvent permettre, qui peuvent perturber le marché existant. Investissement privé ou public, donc recherche et développement, le nouveau brevet, vitesse de transfert. Bon, ça aussi, les nouvelles technologies peuvent bouleverser carrément votre marché. Sur le plan écologique, ensemble de réglementations et contraintes liées au développement durable, traitement des déchets, consommation d'énergie, loi sur les protections de l'environnemental. Récemment, au Sénégal, on a signé au niveau de l'Assemblée nationale donc une loi n'autorisant plus donc la commercialisation des déchets plastiques. Et les entreprises qui s'activaient dans cette commercialisation, comment elles vont faire? Donc, je pense que l'étude de PESTEL doit permettre à ces entreprises de pouvoir s'en sortir. Donc, sur le plan légal, c'est l'ensemble des réglementations, de législation donc, qui encadrent le marché du travail et des entreprises et de tous les secteurs. Droit de travail, droit de commerce, normes de sécurité, loi sur le monopole. Donc, tout cela, ça permet tout simplement à l'entreprise de savoir est-ce que réellement nous respectons les mesures édictées par la loi concernant les contrats liés au travail. Parce que parfois, aujourd'hui, on le voit au Sénégal, vous embauchez une personne, deux, vous lui donnez donc comment dire, un travail. Il passe tout son temps à travailler, tout son temps à travailler sans pourtant avoir un contrat. Donc ça, c'est pas règle au jeu donc édicté par le Bureau international du travail, l'Organisation internationale du travail, OIT. Donc l'analyse PESTEL se réalise en trois étapes. D'abord, lister, et ça, je pense que ça a été bénéfique pour vous, pour votre recherche. Je vous avais demandé de faire une analyse de PESTEL dans une entreprise. Donc, il fallait le faire en trois étapes. D'abord, lister l'ensemble des facteurs d'influence en vous aidant des données disponibles comme la presse, l'Internet, brainstorming, donc l'intelligence économique ou la prospective. Donc, je vous avais demandé tout simplement de faire cette dernière option, la prospective, d'aller dans l'entreprise, de poser des questions aux dirigeants de l'entreprise et de pouvoir éventuellement mener à bien donc votre étude. Mais vu la situation actuelle, je pense qu'on ne peut pas. Diao, monsieur Gaye, excusez-moi, Diao, merci. Ok, c'est bon. Ok, c'est Il bon. a désactivé son micro. Merci. Oui, je pense que Dieu vient juste de se réveiller là. Ok. Donc, je disais que d'abord, il faut lister l'ensemble des facteurs d'influence en vous aidant des données disponibles comme la presse, l'Internet, le brainstorming, donc l'intelligence économique et éventuellement la prospective. L'étude que je vous avais demandé portait sur ces éléments-là. Ça portait sur la prospection. Allez dans l'entreprise, vous posez des questions aux dirigeants de cette entreprise-là. Il va vous donner des réponses. Les réponses vont vous permettre de mener à bien votre étude. Mais vu la situation, au regard de la situation actuelle, il nous sera impossible de mener à bien cette étude. Donc, je pense que nous allons adopter une autre méthodologie d'évaluation, donc qu'on verra à la fin du cours ou bien dans nos autres séances.
Ensuite, vous devez les programmer afin d'identifier les tendances structurelles. L'analyse ne doit pas s'arrêter à une simple liste. Elle doit définir les facteurs les plus impactants de votre activité. Donc, d'une manière beaucoup plus générale, toutes les variables qui influencent votre entreprise n'ont pas la même importance dans le temps. Selon les secteurs d'activité, vous pouvez classer ces facteurs à l'aide d'un tableau et mesurer leur impact plus ou moins fort sur une échelle de 1 à 5, par exemple. Donc, nous allons y revenir avec cet exemple-là. Donc, nous allons dresser nous-mêmes un tableau que vous allez voir. Et ce tableau va nous permettre de pouvoir faire notre propre analyse personnelle. Enfin, déterminer si ces tendances impactent de manière positive ou négative votre entreprise. En dégager ces opportunités et menaces, macro-environnement, vous serez en mesure de mettre en place une entreprise ainsi qu'une stratégie commerciale mieux adaptée. Et je pense que là, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Donc, il y a quelqu'un qui a activé son micro, donc aussi pour désactiver ça. Donc, je sens des sonores assez bizarres là en bas. Ok, c'est bon. Donc, enfin, déterminer ces tendances impact, si ces tendances impactent de manière positive ou négative votre entreprise. La fois passée, je vous ai dit que lorsque vous allez dans l'entreprise, vous n'êtes pas l'avocat ou bien l'avocate de l'entreprise. Vous êtes là pour mener une étude scientifique, donc prenez une distanciation avec votre sujet d'étude. C'est important de prendre cette distanciation. C'est ça qui va vous permettre de dégager les opportunités qui peuvent s'offrir à vous et éventuellement de pouvoir prévenir donc des menaces qui pourront donc faire face à vous. Donc, vous serez en mesure de mettre en place une stratégie d'entreprise. Et ça, c'est important. Je donne un cours sur la stratégie d'entreprise dans certaines universités. Et je le dis aux étudiants qu'on ne peut pas parler d'une stratégie d'entreprise si on ne mène pas une modèle soit personnel ou bien de soi dans une entreprise. Il faut d'abord élaborer ces modèles-là ou bien ces méthodes. Cela va vous permettre de pouvoir élaborer des stratégies. Il y a ce qu'on appelle des stratégies sur mesure. Parce que chaque entreprise a sa propre stratégie de commerciale. Et aujourd'hui, ça m'aide énormément dans mes activités professionnelles au sein du cabinet. J'utilise la stratégie d'entreprise pour donner pas mal de conseils à certaines entreprises aussi. Hein. C'est important de pouvoir mener à bien ces stratégies commerciales et pour mieux les adapter. Donc, grâce à la matrice Pestel, bon, le cours, vous l'aurez tout juste après. Hein. Je vais vous mettre ça au niveau de la plateforme. Vous pouvez l'avoir tout juste après le cours. Hein. Donc, grâce à la matrice Pestel, vous pourrez décider d'une politique d'entreprise engagée, n'est-ce pas, d'entreprise donc engageant donc, des moyens financiers, humains et matériels pour plusieurs années. Donc, pour vous, entrepreneurs et de tout secteur, c'est un excellent outil marketing pour prendre de très bonnes décisions en bon moment donc, et optimiser votre plan d'action commercial. C'est important aussi. Hein? Donc, le modèle Pestel donc, joue un rôle tellement important donc, dans une entreprise. Bon, dans toutes les entreprises d'ailleurs, donc dans toutes les entreprises, le modèle Pestel le permet tout simplement d'élaborer des stratégies commerciales assez importantes. Ce qui est difficile, c'est comment mener à bien une étude Pestel. C'est ça qui est un peu compliqué, mais quand même, si on y parvient, donc, ça sera important. Donc, nous allons mener une analyse Pestel, donc, dans une entreprise quelconque, de façon un peu, comment dirais-je, désordonnée, hein, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une entreprise en question en réalité. Donc, j'ai fait tout simplement ce qu'on appelle une simulation. Donc, nous allons mener une étude Pestel. Ce que j'attendais de vous, c'était ça en réalité. Hein, lorsque je vous avais demandé de faire ce devoir. Donc, analyse Pestel. Donc, le premier facteur, c'est le facteur économique. Quels sont les éléments qui vont entrer en vigueur dans ce facteur économique? Vous avez la stabilité du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement soit stable. C'est important. En théorie des jeux, on vous apprend cela. Peut-être en licence, vous allez voir la théorie des jeux. En théorie des jeux, il y a ces facteurs-là, surtout la stabilité pour l'investissement dans un pays.
on ne peut pas parler d'investissement si le pays n'est pas stable politiquement. Donc, il faudrait que le gouvernement soit stable sur le plan politique. Si le gouvernement est stable sur le plan politique, cela va influencer directement sur le facteur investissement. Mais si le gouvernement n'est pas stable, n'est-ce pas, on ne peut pas parler d'investissement aussi. Parce que les bailleurs vont fuir le pays parce qu'on parle d'une instabilité du pays. Et j'en profite même de parler de la question de la monnaie. Aujourd'hui, on parle de la question de la monnaie, que le franc CFA va changer pour devenir éco. Il y a certaines mesures qu'ils ont prises et qui ont dit que nous n'allons pas changer cela, comme par exemple le parité fixe. Parité fixe, ils ont dit que nous n'allons pas changer cette parité fixe dans la mesure où ça permettra aux investisseurs de pouvoir continuer les investissements dans ces pays-là. Parce que si on change le parité fixe, ça peut amener ce qu'on appelle une certaine nombre d'instabilité donc à l'endroit des investisseurs donc au niveau de plusieurs domaines. Bon, c'est bien parce que quand on parle d'une stabilité, ça fait appel aux investisseurs. Donc là, il faut saluer donc cette mesure. Mais je le dis aussi, je ne suis pas d'accord pour un changement radical donc de la monnaie. Je ne suis pas un pro CFA, mais je ne suis non plus aussi un pro éco. Hein. J'ai mes raisons donc sur ces questions-là. La politique fiscale en vigueur, c'est important aussi. Avec l'événement de Macky Sall donc, a eu à changer pas mal de politique fiscale au sein du pays pour booster un peu les jeunes entrepreneurs de pouvoir être beaucoup plus formels et de pousser aussi les entreprises existantes de faire face donc à ce qu'on appelle les charges fiscales. Donc, c'est important donc de mesurer la politique fiscale d'une entreprise. Le niveau de protection sociale. C'est important aussi dans ce pays-là de voir est-ce que réellement le niveau de protection sociale, donc des travailleurs, quand on parle de protection sociale, on fait allusion aux travailleurs. Donc, est-ce que les travailleurs, il y a une relation sociale assez stable dans les entreprises? C'est important donc d'analyser ces éléments-là. Les facteurs économiques. Pour le facteur économique, il y a le taux de croissance du PIB. Le PIB, c'est la production intérieure brute d'un pays. Donc, c'est la richesse qui est créée dans un pays pendant une année. Et la plupart des cas, on parle d'une année par les résidents. Donc, vous savez, le taux de croissance du PIB, moi, je ne suis pas trop d'avis pour ce taux de croissance parce que ce n'est pas une très bonne mesure, une très bonne mesure. Le PIB ne donne pas une réalité du pays. Oui. Parce que quand on parle du PIB, ça doit être quelque chose que les populations doivent vivre. Il y a ce qu'on appelle le développement quantitatif et le développement qualitatif. Aujourd'hui, quand on parle du taux de croissance du PIB, on fait allusion tout simplement en développement en quantité. Et le développement quantité n'est pas intéressant parce que nous tous, moi je suis statisticien d'information, je suis économiste et statisticien d'information, je peux manipuler comme je veux donc le taux de croissance. Il suffit justement de voir le PIB réel et d'avoir à faire quelques ajustements sur ce PIB réel. Donc, le déflateur, je pourrais aussi faire quelques ajustements sur le déflateur. Ça me permettra d'avoir un taux de croissance à deux chiffres que je vais donner donc au bailleur de fonds, que je vais donner à l'FMI, que je vais donner donc à la Banque mondiale. Mais est-ce que cela va refléter notre réalité? Et c'est ça que vous sentez. Quand le gouvernement nous parle d'un taux de croissance allant jusqu'à 7,2 ou bien voire même plus, et que nous, population, on souffre donc du niveau d'instruction qui sont dans nos écoles, on souffre carrément de la plateau médical, on souffre des infrastructures routières. Donc, on se pose des questions. Est-ce que réellement ce taux de croissance répond réellement à notre réalité? Parce que tout simplement, il y a certaines qu'on appelle, il y a certaines tout simplement euh, manipulations chiffrées qu'on effectue au niveau du déflateur, qu'on effectue au niveau donc de certaines réalités, de certaines indicateurs nous permettant de calculer le taux de croissance. Mais quand même, ça fait partie des facteurs économiques pour pouvoir mener à bien une analyse personnelle. Donc, le taux de croissance, comme je l'ai dit tantôt, va influencer sur le pouvoir d'achat de la population. Si le taux de croissance elle est importante, donc ce taux de croissance-ci est assez important et qu'il y a une très bonne répartition, maintenant je dis, de ces revenus-là, ça permettra d'avoir un pouvoir d'achat énorme au niveau de la population. Mais s'il n'y a pas une très bonne répartition
des richesses qui ont été créées. Si l'État ne prend pas son courage en main pour faire une très bonne répartition, là, ça prend franchement effet au niveau du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ce sont les capacités d'achat de la population. Est-ce que j'ai les capacités de pouvoir acheter tel produit ou tel produit? C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc, autre élément, c'est l'évolution des prix. Euh, dans notre zone CFA, donc je pense que nous sommes un peu à l'abri de cette inflation, dans la mesure où les critères de convergence ne nous permettent pas de dépasser 3% de l'inflation. Donc, on peut avoir une inflation de 3%. Et aujourd'hui, le Sénégal est un très bon élève en concernant l'inflation. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à moins 1,1% taux d'inflation. Donc, c'est extrêmement important. C'est à féliciter, hein. Le Sénégal donc joue un rôle important sur la politique de lutte contre l'inflation. C'est important. Donc la Banque centrale a pour rôle majeur aussi de lutter contre l'inflation. C'est la raison pour laquelle je critique donc avec toute l'énergie que j'ai le rôle de la BCEAO. Une banque centrale ne doit pas avoir comme rôle initial lutte contre l'inflation. Donc une banque centrale doit pouvoir injecter de la liquidité dans une économie. Mais de la manière dont est construite notre économie, de la manière dont est construite notre politique monétaire, on ne peut pas donc injecter de la liquidité dans nos économies via la Banque centrale. Donc, nous allons y revenir peut-être dans les autres modules comme l'économie générale ou voire même autre chose. Le taux d'intérêt aussi, c'est important. Quand on parle de taux d'intérêt, c'est au niveau des banques. Parce que quand vous allez au niveau des banques, on vous donne de l'argent, ce qu'on appelle la création monétaire, parce qu'il faut comprendre aussi que la banque ne vous donne pas l'argent directement, la banque crée de ce qu'on appelle de la monnaie. Donc, au moment où vous contractez un prêt, donc à ce moment, on parle de dette. Une fois qu'il y a dette, il y a ce qu'on appelle la création monétaire. Donc, nous allons revenir sur cet aspect de la création monétaire et de la destruction monétaire. Donc, la création monétaire fait appel au taux d'intérêt. À quel taux on vous a prêté l'argent? Parce que cela va influencer directement sur vos achats, hein. Le taux de chômage aussi, c'est important. Un pays qui enregistre un taux de chômage assez important, waouh, c'est pas à Dakar, d'après les derniers chiffres que j'ai eu à lire, nous étions à 53%, hein. Si je ne me trompe pas, à Dakar uniquement, hein. Mais ça touchait un peu les couches comme les femmes éventuellement, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus en chômage que les hommes, hein. Cela peut se comprendre avec aussi nos réalités sociales, hein. Donc, le facteur socio-culturel, les critères démographiques, âge, moyenne, n'est-ce pas, le taux de natalité, c'est important aussi hein, de prendre en considération ces éléments-là. Le niveau d'éducation, ce qu'on appelle le niveau d'instruction, donc la mobilité sociale et géographique, donc nouvelle partie sociale au mode. Donc tous ces éléments sont des éléments à prendre en compte si on veut faire une très bonne analyse donc du PESTEL. Donc c'est ça un peu que j'attendais de vous, ce que je vous avais demandé de me faire une étude liée donc aux analyses PESTEL. Donc sur le plan aussi technologique, et voir l'évolution des dépenses en recherche et développement donc des entreprises, c'est important. Donc une entreprise doit pouvoir innover, n'est-ce pas? Et parmi ces innovations, on salue même cette plateforme Zoom qui aujourd'hui, j'ai suivi récemment donc son créateur qui disait qu'aujourd'hui ils sont en train de faire un chiffre d'affaires énorme, hein, énorme. Donc je pense que ce qu'on dit à chaque fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Donc aujourd'hui, cette plateforme Zoom fait partie des innovations majeures donc, pour lutter contre la propagation donc, de cette pandémie mondiale. Parce qu'avec cette plateforme Zoom, ça nous permet de respecter cette distanciation sociale. Le nouveau brevet déposé, donc dernière découverte scientifique ayant des applications technologiques, le taux d'adolescence, donc d'obsolescence donc, des technologies actuelles. Et là, c'est important parce que il y a certaines technologies qui ne sont plus, qui sont obsolètes, hein, que les gens n'utilisent pas. Donc, analyser ce taux, ça serait extrêmement important. Donc, sur le facteur écologique,
les lois de protection de l'environnement, il faudrait aussi les étudier. Est-ce que l'entreprise qu'on veut étudier, l'entreprise en question respecte ou bien connaissent même ces lois de protection de l'environnement, les règles en facteur de développement durable? Est-ce que nous respectons ces règles-là? Donc, évolution de la consommation d'énergie. Donc, les mesures pour le recyclage et le traitement des déchets. Aujourd'hui, si vous allez donc vers c'est cette région, cette ville-là où se trouve Sococim, c'est Rufisque, ok. Rufisque, hein? Rufisque, en Wolof, je pense on parle de Bargny Rufisque, hein. Si vous sortez juste vers Rufisque, vous allez voir que à côté, ils ont mis un jardin. Ouais, un jardin, donc tout est vert, c'est correct. Donc, c'est juste pour montrer que eux, ils ne font pas ce qu'on appelle une pollution de l'environnement. Mais dépassez juste le rond-point et vous regardez les arbres qui sont là-bas, sont empoussiérés pour montrer donc cette pollution que Sococim est en train de faire au niveau de l'environnement. Mais à côté de Sococim, juste à l'entrée, ils ont développé là-bas un jardin, tout est vert. Il n'y a pas de pollution. À côté juste, même pas 500 mètres, vous voyez, donc cet environnement, donc carrément, c'est énorme, hein? Donc, comme Sococim peut polluer carrément l'environnement donc des habitants qui se trouvent là-bas. Et pourquoi les populations, ou bien pourquoi le gouvernement ne dit niet, ne dit rien du tout? Parce que tout simplement, Sococim verse ce qu'on appelle des taxes liées à la pollution, donc de montant énorme, 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 n'est-ce pas? Et même, il y a même des collectivités locales qui sont en train de se tirer donc les cheveux pour dire que ce costume doit me verser donc ces pénalités, ce costume doit verser les pénalités à telle localité. Et on oublie carrément la population qui se vit là-bas. Donc, c'est important de mesurer ces éléments-là donc, dans votre analyse. Donc, l'autre fait, c'est au niveau des facteurs légaux droit du travail. Est-ce que l'entreprise en question respecte les droits liés au travail, la régulation des échanges et du commerce? Et je pense que là où M. Wali aussi pourra faire une contribution parce que lui, c'est un expert en commerce international. Donc, les régulations donc, des échanges et du commerce, est-ce que cela sont respectés? Les normes de sécurité aussi, hein? C'est important de les signaler. Bon, je pense que ça, c'est bon pour l'analyse PESTEL. Donc, vous pouvez activer vos micros, comme ça, vous allez poser vos questions sur cette première analyse avant d'arriver donc à cette, comment dirais-je, à cette modèle de SWOT, hein? Donc, comment utiliser l'analyse PESTEL? Une fois que vous avez recensé tous les facteurs macro-environnementaux pour chaque catégorie, il faut faire l'inventaire des facteurs, n'est-ce pas? Qui représente une opportunité. C'est-à-dire les facteurs qui représentent une opportunité, il faudra donc les sortir pour votre entreprise, c'est-à-dire qui pourraient vous offrir des perspectives de croissance et d'évolution. Parce que les opportunités sont tellement importantes. Face à une opportunité, il faut savoir saisir cette opportunité. Donc, qui représente, c'est-à-dire les facteurs qui représentent une menace et qui peuvent vous nuire à votre activité, voire à la survie de votre société. Donc, il faudra ensuite mettre ces opportunités et ces menaces en perspective, donc avec les forces et les faiblesses. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir aller directement donc, à notre nouvelle analyse, qu'on a analyse de SWOT, afin d'établir une stratégie viable. Hein. Donc, il faudrait ensuite mettre ces opportunités et ces menaces. Je vais mettre ça en gras, comme ça va vous permettre de mieux comprendre. Donc, OK. Les opportunités et les menaces. OK. Les opportunités et les menaces en perspective avec les forces et les faiblesses que vous aurez relevées dans votre analyse de SWOT afin d'établir une stratégie viable. Donc, je vous donne la parole et vous avez la possibilité de me poser toutes les questions relatives à l'analyse de PESTEL. Donc, avant de continuer sur l'analyse de SWOT hein, qui est là. Donc, vous avez la parole pour me poser toutes les questions relatives à cette première partie que nous venons de terminer. Donc, vous avez la parole.
Ok, allez-y, vous pouvez poser toutes vos questions. Et là, nous allons tenter d'y apporter des réponses. Bonjour, Monsieur Gay. Oui, monsieur Faye. Oui, Mhm. je vais essayer de voir. Est-ce que vous êtes là, chers étudiants? Monsieur Diouf, Mohamedou Diouf, Martha Choi. Voilà, Je suis là. voilà. Bon, donc, et j'appelle à tous les étudiants de faire des contributions ou bien de poser des questions parce que ça va permettre de rendre le cours plus viable. Mhm. Et aussi, vous êtes appelés aussi dans l'avenir d'avoir une écoute active, c'est-à-dire de bien écouter le professeur en faisant des prises de notes pour après poser des questions s'il y a des zones d'ombre Mhm. éventuellement. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le professeur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Oui. Baifal, le nom c'est qui? Donc, j'ai Au niveau de votre... Moussa Sam. Moussa Sam, ok Moussa. Allez-y. Oui. J'ai une contribution à faire concernant le point que vous venez de soulever tantôt Mhm. sur les facteurs économiques. Oui, oui. Le point taux de croissance du PIB. Mhm. Oui, dans ce cas, on sent nettement que Mhm. le taux de croissance, quoi, Mhm. que l'État nous parle à chaque fois. Mhm. Je voudrais savoir, cette croissance nous mène vers où? Cette croissance? Parce que j'ai fait un constat. Mhm. Oui, j'ai fait un constat, quoi. Mhm. Cette croissance qu'à chaque fois l'État nous parle, Mhm. je sens nettement que le peuple sénégalais ne le sent pas. Mhm. Le peuple sénégalais ne sent pas Mhm. cette croissance. Mhm. Donc, il va falloir s'arrêter tout simplement et revoir ce qui est réellement. On voit qu'on ne maîtrise plus la notion de croissance. Mhm. Parce qu'à chaque fois, on parle de croissance, alors que le peuple sénégalais devrait tout simplement ressentir cette croissance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, je voudrais tout simplement que vous expliquiez ce point-là. Je vous remercie. D'accord. Donc, nous allons répondre à Moussa et s'il y a d'autres interventions, on va les prendre aussi. Hein. Donc, par rapport à la question de Moussa, le taux de croissance, comme je l'ai dit tantôt, hein, vous savez, le taux de croissance, par définition, on dit que c'est une augmentation ou bien même une progression de la production d'un pays d'une année à une autre. Par exemple, si vous prenez l'année 2010 et que la production a été de 250 milliards et qu'en 2018, par exemple, la production est allée jusqu'à 14 milliards, etc. Ou bien, je donne juste un exemple. Donc, on peut mesurer cette croissance, donc l'augmentation de cette production. Mais comme je l'ai dit tantôt, le taux de croissance n'est pas un très bon indicateur de développement. Raison pour laquelle même les économistes l'ont su, hein, ils ont même développé ce qu'on appelle l'indice de développement humain, l'IDH, pour venir épauler le taux de croissance, pour avoir une vision claire et réelle de la situation économique dans un pays. Le taux de croissance au Sénégal prend deux aspects. Il y a un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. Quand on parle d'un aspect quantitatif, c'est par rapport aux chiffres. Et là, on parle de taux de croissance. Ce que l'État vous donne, c'est un aspect quantitatif du développement. Mais il ne vous donne jamais un aspect qualitatif du développement. Raison pour laquelle les populations ne sentent pas ce taux de croissance. Les populations ne voient pas le taux de croissance dans la mesure où on ne peut pas avoir un taux de croissance de 7, n'est-ce pas, 0,2 ou bien de 9 et quelques, alors que nous, on a du mal à se soigner. On a du mal à avoir donc un plateau médical moderne. On a du mal donc à avoir, comment dire, des écoles qui peuvent prendre 25 élèves par classe. C'est impossible de les avoir au niveau du public. C'est impossible d'avoir des infrastructures routières de nouvelle génération. Donc, on ne peut pas parler de croissance, on ne peut pas parler de développement dans cette optique. Donc, je réitère encore ce que je dis.
le taux de croissance n'est pas un très bon indicateur de développement. Et on a ajouté à ce taux de croissance l'IDH, indice de développement humain, qui permet maintenant aux économistes, qui permet aussi aux acteurs de l'économie de pouvoir évaluer le développement d'un pays. Donc le développement requiert deux aspects, un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est le taux de croissance. L'aspect qualitatif, c'est le bien-être des populations. Est-ce que nous vivons tranquillement? Est-ce que nous mangeons à notre faim? Est-ce que nous pouvons nous soigner quand on est malade? Est-ce que ça, c'est l'aspect qualitatif, donc qui doit toujours être en phase avec l'aspect quantitatif qui est le taux de croissance. Et c'est là où la répartition des richesses est importante. S'il y a une très bonne répartition de richesses, donc le taux de croissance peut être senti au niveau de la population. Mais s'il y a une mauvaise répartition de richesses, comme on le voit aujourd'hui, on vous nomme ministre 2 ou 3 jours, vous devenez milliardaire. Ça, c'est une mauvaise répartition des richesses. C'est ça qui amène que les gens ne peuvent pas se mirer à travers le taux de croissance. Donc, pour moi, ce n'est pas un très bon indicateur de développement. Donc, s'il y a d'autres questions. Abdoulaye, vous voulez poser une question? Les étudiants, vous êtes là? Oui, on est là. Bon, ils sont connectés, donc s'ils peuvent poser... bon, juste il y a une personne qui s'est retirée, c'était 13, il y a une personne qui s'est retirée. Par défaut de connexion, peut-être. Bon, bonjour à monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour à tous mes chers compatriotes étudiants aussi. Donc d'abord, j'étais un peu en retard, je suis venu, j'ai trouvé que le cours a été démarré, mais bon, après, je semble comprendre certains points. Donc, monsieur, moi, je voulais juste savoir sur le côté, je pense que Moussa l'avait souligné, parce que c'est ce que moi, j'avais déjà pensé, c'est le côté croissant. Parce que quand même, si on comprend parfois le discours de nos dirigeants, on nous parle souvent de la croissance parfois j'entends le président Macky Sall dire entre 6,7 ou bien, parfois il dit que la croissance économique fait chute de, je ne sais pas, 6,7, je ne sais pas combien. Alors moi, je voulais juste comprendre cet aspect de croissance-là, c'est au niveau politique, bon, je veux dire, au niveau économique vis-à-vis de la démographie ou vis-à-vis de la population, parce qu'on sent nettement qu'il y a un taux de chômage très, 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 très élevé ici au Sénégal. Alors moi, je veux savoir en quoi l'État se fixe pour nous donner ces chiffres-là dans la croissance économique. Parce que parfois, j'essaie de voir dans les derniers sites de l'ANSD, mais après, je ne parviens pas à comprendre. Comme le cours est en rapport avec ça, je voulais savoir, parce que je suis en train de faire mes propres investigations, c'est ça. Ok, Chérif. Je voulais juste que vous reveniez sur ce point. Ok, Chérif, on vous remercie. Bon, je pense que, comme je l'ai dit à Moussa tantôt, donc, bon, avant de revenir à votre question, permettez-moi juste de rappeler donc, les facteurs qui vont interagir au niveau de ce taux de croissance. Je pense que c'est ça la question. Bon, c'est une question typiquement économique que vous devez traiter avec votre professeur d'économie générale. Je pense qu'il a démarré son cours, donc, avant même l'événement de la pandémie. Certainement, il a sûrement vous parlé de ces éléments qui vont entrer dans le calcul donc, du PIB. D'abord, il faut retenir que le PIB est la production intérieure brute. Donc, le PIB, il y a trois optiques qui nous permettent de le calculer. Il y a l'optique produit, il y a l'optique dépense et l'optique revenu. Donc, l'optique produit, l'optique dépense, l'optique revenu nous permet de calculer le PIB. Donc, vous prenez par exemple la consommation qui est un facteur, qui est un élément essentiel pour le calcul du PIB. L'investissement, il y a aussi les dépenses gouvernementaux,
il y a du gouvernemental autant pour moi, il y a aussi le reste du monde, c'est-à-dire l'exportation et les imports et les importations. Ça, c'est l'optique, ça, c'est l'une des optiques. Hein. L'autre optique peut faire intervenir les salaires, etc. Mais pourquoi j'ai pris cette optique de consommation? Parce que c'est l'optique où on utilise pour donner des conseils au président, pour donner des conseils aux décideurs publics. Cette optique-là qui prend en compte la consommation, parce que la consommation est un indicateur endogène qui dépend donc du revenu disponible. Le revenu disponible dépend, n'est-ce pas, de l'impôt. Pourquoi je le dis? Parce que le revenu disponible est donné par un revenu moins les impôts. Le prof doit vous expliquer les approches. D'abord, il faut comprendre les deux approches. Il y a l'approche classique et l'approche keynésienne. Donc, si on doit utiliser l'approche keynésienne, l'État doit intervenir. Donc, et c'est notre cas aujourd'hui parce que dans toutes les économies du Sénégal, l'État a sa main dedans. Donc, l'État intervient dans l'économie. Donc, on parle que l'État marche selon la typologie keynésienne. Donc, votre prof d'économie doit sûrement vous expliquer la différence entre la pensée classique et la pensée keynésienne. Si c'est la pensée classique, l'État ne doit pas intervenir dans le jeu économique. Donc, tous les calculs doivent se faire naturellement. Donc, il n'y a pas d'intervention étatique. On ne doit pas payer des impôts, on ne doit pas. Donc, il n'y a pas quelque chose où l'État doit faire. Mais la typologie keynésienne fait appel à l'État. Et l'État a sa principale ressource, ce qu'on appelle les impôts. Donc, si vous prenez la consommation des ménages, plus l'investissement des entreprises privées, parce que l'investissement est toujours fait par les entreprises privées, plus ce que l'État dépense, ce qu'on appelle le train de vie de l'État, qu'on note par G, plus X moins M, ça vous donne de la production intérieure brute dans un pays. Maintenant, c'est cette production qu'on prend. Il y a deux productions. Il y a ce qu'on appelle le PIB réel et le PIB nominal. Donc, le PIB réel et le PIB nominal, plus le déflateur. Bon, ça, c'est un cours de développement économique. Plus le déflateur qu'on va prendre, ça nous permet de pouvoir calculer, n'est-ce pas, le taux de croissance d'une année à une autre. Donc, vous prenez le PIB de l'année précédente, c'est-à-dire de l'année précédente, le PIB de l'année 2017, par exemple, moins le PIB de l'année 2016 sur le PIB de l'année 2016. Bon, si on prend maintenant, aujourd'hui nous sommes en 2020. Donc on va prendre, si on va calculer donc ce taux de croissance, on va prendre donc le PIB de l'année 2019 moins le PIB de l'année 2020 sur le PIB de l'année 2020. Vous voyez un peu. Maintenant, si on tombe sur un nombre positif, on dit qu'il y a une croissance. Si on tombe sur un nombre négatif, on dit qu'il y a une récession. Donc, on ne peut pas parler de croissance. Hein? On est d'accord. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle de taux de croissance. Voici les facteurs qui entrent dans le jeu du calcul du taux de croissance. Mais ce taux de croissance, comme je l'ai dit, n'est pas un très bon taux. Quand même, ça ne permet pas de pouvoir mesurer le développement d'un pays. Le développement d'un pays se mesure sur les aspects qualitatifs. Donc, est-ce qu'il y a une très bonne qualité de l'enseignement? Est-ce qu'il y a une très bonne qualité au niveau des plateaux médicaux? Est-ce qu'il y a une très bonne qualité au niveau des infrastructures routières? Est-ce qu'il y a la sécurité dans ce pays-là? C'est ça les mesures de développement sur le plan qualitatif. Sur le plan quantitatif maintenant, tout le monde peut avoir un chiffre d'affaires de 2 chiffres. Allez au Maroc, allez donc au niveau de la Chine, allez au niveau du Corée du Nord. Donc, ils ont des chiffres d'affaires, donc de taux de croissance allant jusqu'à 2 chiffres. Mais si ces taux de croissance sont partagés par le dictateur et sa famille, on ne peut pas parler de développement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout se résume au niveau de la bonne répartition des ressources qui ont été créées dans ce pays-là. Mais l'autre phase cachée de l'iceberg, oui, allez-y. J'aimerais savoir si dans le calcul du PIB, est-ce qu'on va prendre en compte la production marchande des ménages et le secteur informel? Oui, en fait, pas le secteur informel, mais plutôt le secteur formel, hein, n'est-ce pas? Parce que le secteur informel, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas quantifier le secteur informel parce qu'eux, ils ne sont pas enregistrés. Raison pour laquelle on l'appelle secteur informel, hein, n'est-ce pas?
Donc, les entreprises qui sont formelles, les entreprises qui se sont donc, comment dire, les entreprises qui sont inscrites au niveau de l'impôt, qui payent des impôts, donc qui sont reconnues par l'État, donc sur le plan fiscal, etc., entrent dans le secteur formel parce qu'eux, ils sont formalisés. C'est leur production qu'on prend, n'est-ce pas, qu'on calcule pour avoir donc ce qu'on appelle le PIB. La raison pour laquelle on dit que le PIB n'est pas un bon facteur parce que aujourd'hui au Sénégal, on dit que nous sommes à 90% de secteur informel, n'est-ce pas? Donc, comment on peut calculer le taux de croissance dans un pays sans pour autant prendre en considération le secteur informel? Et c'est là où va intervenir ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, n'est-ce pas? Ok, s'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que nous allons faire, pour ne pas vous embrouiller, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vais vous mettre le cours. Soit je vous le mets directement sur la plateforme ou bien je vais envoyer ça à Wally, il va vous transmettre cela. Et comme ça, le prochain cours, vous allez vous préparer, lire d'abord le cours. Vous allez lire d'abord le cours. Si on vient maintenant, ça sera beaucoup plus rapide avec des questions-réponses. Je vais faire l'exposé et là, on va ouvrir le débat. Hein? Parce qu'on fait ce qu'on appelle de la science sociale. Donc, il est important pour tout un chacun de pouvoir s'y voir. Hein? N'est-ce pas? Ok, donc s'il y a des interventions. Oui? Je voulais juste savoir aussi si vous pouvez, vous pouvez pendant ce temps-là aussi balancer les cours précédents aussi dans la plateforme afin qu'on ait aussi une aperçu. Parce que là, ça devient un peu, voilà quoi, ça devient un peu contradictoire vu qu'on est resté beaucoup de temps sans venir à l'école, tout ça. Ok, maintenant, cette contradiction, c'est à votre niveau. Hein. Vous êtes d'accord que c'est vous qui devez réviser hein, les cours. Oui, ça, c'est à notre niveau, oui. C'est à notre niveau, okay. oui. Je pense à pas où aller vous envoyer des textos pour vous rappeler de ne pas être trop distant de vos cours, etc. Et c'est bien, hein, c'est bien. Ne vous en faites pas, je vais vous balancer aussi le cours, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez, l'avantage de faire l'économie d'entreprise, c'est un peu social. Hein? C'est pas quelque chose qu'on va parcuriser. On veut juste comprendre, hein, n'est-ce pas? Donc, et ce qu'il faut retenir, hein, ce qu'il faut retenir de l'économie d'entreprise, c'est-à-dire vous prenez l'entreprise comme une femme. Hein. C'est pas que je jette des fleurs aux femmes, hein, mais prenez l'économie d'entreprise comme une femme. Vous savez, une femme, il faudra la chérir, hein, il faudra prendre soin d'elle. Donc, voir si elle est malade, si elle a des ennuis, etc., etc. Donc, il faudra faire tout pour qu'elle soit à l'aise, n'est-ce pas? Parce que la femme, donc, c'est un peu l'entreprise de Dieu sur terre, n'est-ce pas? Une entreprise, c'est là où on fait la production. Et la femme permet de faire une reproduction donc, des êtres humains. Donc, l'entreprise, c'est la même chose que la femme. L'entreprise, parfois, voit ses menstruer. Oui. En un certain nombre donné de temps, l'entreprise ne peut plus fonctionner. Oui, l'entreprise ne peut plus vaquer à ses occupations. L'entreprise a des maux de ventre, l'entreprise a des maux de tête, l'entreprise, etc., etc. À vous maintenant de pouvoir voir quel tampon, excusez-moi du terme, adéquat lui appliquer pour que ces maux puissent être atténués de fur et à mesure jusqu'à ce que cette période de menstruation puisse passer. On parle de période de crise. Aujourd'hui, la COVID-19 est une menstruation pour toutes les entreprises. Donc, c'est une menstruation pour toutes les entreprises qui lui oblige de ne pas vaquer carrément à ses occupations. Beaucoup d'entreprises ont vu donc leurs activités donc au ralenti. Donc, et nous, en tant qu'acteurs, en tant que médecins, donc comment nous allons faire pour sortir notre chère femme donc de cette situation-là? Donc, il y a certains qui ont lâché prise, les entreprises sont tombées en faillite. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y a d'autres qui se battent jusqu'à présent pour permettre à leurs entreprises de pouvoir survivre. Donc, c'est ça l'économie d'entreprise. Nous tentons de voir comment soigner les maux de notre chère femme, hein,
Donc, l'entreprise, c'est un peu cela. Donc, si vous prenez bien de votre femme, donc, elle sera bien pour vous. L'entreprise aussi, si vous prenez bien d'elle, elle sera extrêmement bien pour vous parce que ça vous permettra une augmentation de vos salaires, ça vous permettra une formation rapide. Et si la formation elle est rapide, vous sortez à temps et vous pouvez postuler dans certaines entreprises. Et là, vous gagnez votre vie dignement. Donc, je pense que c'est ça un peu l'entreprise. Et parmi les mesures qui vont nous permettre de pouvoir, parce que quand on fait le diagnostic va nous permettre de pouvoir déceler les mots et éventuellement de pouvoir écrire ce qu'on appelle une ordonnance. Et l'ordonnance va permettre à la personne malade de pouvoir aller à la pharmacie et d'acheter les médicaments pour être sur pied. C'est la même chose. Actuellement, nous sommes en train de faire une consultation de l'entreprise. Et on ne peut pas lui demander là où vous avez mal, parce que l'entreprise ne parle pas, mais on pose la question aux représentants de l'entreprise. C'est comme si vous emmenez votre enfant à la pédiatrie. L'enfant ne peut pas parler, mais c'est à vous de donner les différents symptômes que vous voyez chez votre enfant. Donc, en allant chez l'entreprise, on pose des questions et à travers ces questions-là, on va parvenir à faire ce qu'on appelle un diagnostic assez clair. Et pour ce diagnostic-là, nous avons deux méthodes. Les méthodes sont énormes. Hein? Donc, il y a Pestel existe parmi ces méthodes. Il y a aussi le modèle de SWOT. Il y a aussi la matrice de BCG. Donc, il y en a énormément hein, de méthodes. Mais nous préférons utiliser les deux. Donc, analyse de Pestel qui mesure l'environnement macro-environnement et le micro-environnement et le méso-environnement hein, n'est-ce pas? Donc, je fais ça pour ce qu'on pouvait dire sur l'analyse Pestel, mais ce n'est pas encore terminé. Parce que cette analyse Pestel, on peut creuser éventuellement donc, sur ces aspects-là. Donc, juste pour rappeler, donc l'analyse Pestel donc, se base sur ces 5 aspects-là. La politique, l'économie, la sociologie, la technologie, l'écologie et l'aspect légal. Donc, comment se fait l'analyse de Pestel? On peut le faire en 3 étapes. Première étape, on va faire ce qu'on appelle le listing. Donc, on va lister les facteurs d'influence donc en vous aidant donc des données disponibles comme la presse. Donc, parfois, la presse va vous donner des données, n'est-ce pas? On peut aussi faire appel à l'Internet ou bien faire ce qu'on appelle du brainstorming, n'est-ce pas? L'intelligence économique ou bien même la prospection. Et je suis plus d'avis pour la prospection parce que ça nous permet d'avoir des informations beaucoup plus nettes. Ensuite, vous devez regrouper, c'est-à-dire les informations que vous avez retirées là, que vous avez tirées là, vous devez les retirer, vous devez les regrouper afin d'identifier les tendances structurelles. L'analyse ne doit pas s'arrêter à une simple liste, elle doit définir les facteurs les plus impactants de votre activité d'une manière beaucoup plus générale. Toutes les variables qui influencent votre entreprise n'ont pas la même importance dans le temps. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, je pense que tous les facteurs qui étaient liés à l'entreprise sont réduits au néant. Juste, il nous reste ce facteur de la pandémie. Comment faire pour sortir de cette pandémie? Et selon les... Oui, Diao, vous avez donc la parole. Vous avez levé la main. Allez-y. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Diao, comment vous allez? Oui, bien, alhamdulillah. Donc, déjà, merci beaucoup pour le cours. Je pense que c'est très explicite. Et donc, merci aussi pour le bel exemple par rapport à l'entreprise et la femme. Je crois que c'est très compréhensible. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai une question. C'est par rapport à l'exercice que vous nous avez donné pour les entreprises. Donc, dans ce contexte de COVID-19, qu'est-ce qu'on doit faire pour substituer ce travail-là? Ok, c'est ça que je disais tantôt. Je disais que ce n'est plus d'actualité parce que à travers le Covid, on demande une distanciation sociale, n'est-ce pas? Et les entreprises même diminuent le personnel pour pouvoir faire face à cette crise. Donc, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Hein?
Donc, je pense que nous allons essayer de trouver une autre méthodologie donc d'évaluation. Et là, on